Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Nora Boisouni. Nora Boisouni est journaliste, passionnée par l'alimentation et ce qu'elle dit de nous. Son deuxième ouvrage, Stexisme, vient de paraître aux éditions Nourriture Fu. Elle y étudie l'alimentation au prisme des stéréotypes de genre, car en matière de nourriture, les injonctions sont partout et imprègnent l'ensemble de nos sociétés et de nos comportements. Aujourd'hui, quand on regarde les aliments qui sont connotés masculins et les aliments connotés féminins, on retrouve exactement la dichotomie des humeurs et donc des stéréotypes de genre selon des gars qui sont amenés au IVe siècle avant notre ère. Depuis l'Antiquité jusqu'au marketing agroalimentaire contemporain, en passant par les repas de famille, des règles tacites, des mythes et des constructions culturelles structurent la façon différenciée dont les hommes et les femmes s'alimentent, renforçant ainsi les stéréotypes sexistes. Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme une alimentation non virile ? Pourquoi le yaourt est-il un produit associé au féminin ? Pourquoi certains hommes préfèrent-ils mettre leur santé et leur vie en danger plutôt que de renoncer à la viande ? La viande s'échange symboliquement parce que justement c'est l'aliment par excellence qui illustre la domination de l'être humain sur la nature, donc sur les animaux qui peuplent la planète, et donc a fortiori de l'homme, avec un petit h, sur tout le reste. Aborder l'alimentation par le genre permet également de croiser la question écologique, car elle est le premier levier en moyenne sur lequel agir pour réduire son empreinte. Avec Nora, nous avons parlé de pensée magique, de publicité, de viande, de yaourt, et de pourquoi chausser les lunettes du genre redonne de la liberté et du pouvoir. Nora, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé à travailler sur le sujet de l'alimentation et des stéréotypes de genre ? Sur ce sujet précisément, j'ai vraiment commencé à travailler dessus quand on est venu me chercher. Non, en fait, ça m'intéressait beaucoup déjà. Je constatais, comme beaucoup, que y avait plus de chefs que de chefs, que c'est les femmes qui faisaient à manger à la maison et que c'est les hommes qui faisaient la bouffe prestigieuse pour laquelle on les rémunérait. Et puis un jour j'ai reçu un mail d'Antonin, donc le coéditeur de chez Nourriture Fu avec Anne. Il disait voilà, avec Anne on te lit, on suit ce que moi j'écris aussi sur les séries, sur la pop culture et sur le genre, et on voit que la bouffe t'intéresse. Et donc nous on a une idée, on a le sujet. Ce serait un livre sur le sexisme dans l'alimentation. Et on aimerait bien en discuter, voir si ça t'intéresse d'écrire un livre. Donc déjà, évidemment, syndrome de l'impostrice. Je me suis dit, mais ils se sont trompés de mail. C'est pas... Moi, j'écris pas des livres, en fait. Donc j'ai ouvert un Word, j'ai commencé à gratter des trucs, et je me suis retrouvée avec je sais pas combien de pages. Et je me suis dit, ouais, d'accord, en fait, j'ai vraiment des trucs à dire sur le sujet. Et j'ai envie de dire des trucs sur le sujet. Et tu travaillais pas déjà sur le sujet de je travaillais sur la bouffe, mais en fait, c'est difficile. En France, on n'a pas du tout une tradition de parler de la bouffe d'un point de vue sociétal, quoi. C'est quand même très anglo-américain comme tradition. En France, les gens qui parlent de bouffe, à qui on pose la question, voilà, c'est des recettes, des critiques culinaires, des critiques de resto, des portraits de chefs, ou bien des reportages voilà, sur on va voir la nana qui a des poireaux dans le Larzac ou qui fait de la mangue en Côte d'Armor, quoi. Donc ce qui est très cool parce qu'il faut valoriser ces gens, mais c'est tout. Et donc et puis il y a très peu de politique, surtout en France, on n'aime pas trop mélanger ça, c'est vulgaire de parler d'argent, de parler de genre, etc. Et on est très en retard sur toutes les studies, quelles qu'elles soient, les race studies, les gender studies, enfin tu vois, c'est un truc où on est un peu genre ouh là là, non quand même, on peut en parler, tout est naturel. Et donc je travaillais sur ces questions-là, mais c'était dur de les vendre. Et donc on s'est rencontrés, et donc voilà, donc j'ai écrit le premier, donc Féminisme, quand le sexisme passe à table, où je m'intéresse au côté systémique du sexisme à toutes les étapes en fait de l'alimentation, de tous les secteurs, donc de l'agriculture à la transformation des produits agricoles, la vente sur les marchés, etc., à la conservation, à la cuisine domestique versus la cuisine en restaurant, puis aussi les injonctions alimentaires à la minceur, etc., la grossophobie. Et puis le dogme carniste qui me semblait intéressant à aborder de façon volontairement un peu provoque sur les liens entre donc sexisme et carnisme. Et voilà, donc le premier c'était en 2017, c'était ça. Et le deuxième, c'est moi qui l'ai proposé parce que quand j'ai eu de la chance d'avoir énormément de presse pour le premier, j'étais complètement, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était un sujet que personne n'abordait du point de vue du genre, en fait, la bouffe. En fait, c'est tellement évident que on se dit mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas de... En fait, on n'y pense pas. Et comme je dis, la bouffe, on a l'impression de manger sans y penser, alors qu'en fait, on y pense tout le temps. Et moi, j'ai envie qu'on y pense un peu plus et comme tout,
comme en fait toutes les studies quelles qu'elles soient, et les gender studies en premier lieu, c'est une manière de réfléchir et de, comme on dit, le mot déconstruire. C'est de déconstruire ces comportements qu'on imagine ou dont on est convaincu qu'ils sont innés, naturels, que ça a toujours été comme ça, que ça sera toujours comme ça, ou de constater des choses qui nous semblent normales ou qu'on ne voit même plus tellement le sexisme est ancré partout, et de dire mais attends, pourquoi est-ce que au resto il se passe ça quand une meuf commande une salade ou quand une meuf commande un steak saignant. Et donc, avec le premier, j'ai été invitée à des conférences, des tables rondes, des trucs, et notamment à une journée d'études à la Sorbonne Nouvelle qui s'appelait Porn, Food et Food Porn. Et je me suis dit, au lieu de lire encore un bout de mon livre et de parler des mêmes trucs, je vais faire un truc qui n'a rien à voir et je vais élargir un peu le champ de la recherche et je vais sélectionner un corpus de publicité alimentaire pour montrer comment les femmes sont montrées dans les publicités alimentaires. Donc c'était, tu vois, c'est l'objet de mon deuxième livre. À cette conférence-là, il y avait un prof de AgroParisTech, l'école d'ingénieurs agro à Paris, qui était venu avec des élèves et qui m'a invité en 2019 pour donner une matinée de cours à AgroParisTech devant des élèves en dernière nutrition. Et j'ai refait un corpus étoffé, mis à jour et tout, donc des années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour montrer comment les femmes étaient représentées dans ces pubs pour la bouffe, comment les hommes ne le sont quasiment pas, et ils le sont différemment en tout cas. Et là, je me suis dit, mais dis donc, dans ton premier livre, t'as pas du tout, à part quand je parlais quand même des injonctions à la minceur, et des marques, j'avais pas du tout parlé des régimes genrés, en fait, de comment les femmes mangent et comment les hommes mangent. Et bah, c'était tout trouvé, quoi. Comment ils sont représentés. Ouais, représentés, en train de manger, et justement, comment ça influe sur ce qu'on pense aimer naturellement, et les femmes, elles aiment le sucré et les salades, et les hommes, ils aiment les patates et les steaks, tu vois. D'où ça sort, ce stéréotype? Est-ce que ça se vérifie vraiment dans les études de consommation alimentaire individuelle? Et c'est pas parce qu'elle se vérifie que c'est parce que c'est biologique. Elle se vérifie parce que y a les stéréotypes qui jouent beaucoup là-dessus, et le marketing en fait partie. Ouais. Donc, l'histoire des stéréotypes de genre, ça remonte à l'Antiquité. En fait, ouais. Et la dichotomie c'est ça. Qui fonde plein d'autres choses. Qui fonde le patriarcat, le sexisme et la binarité qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Avec d'un côté les hommes qui monolithiquement ont une identité caractérisée par la force physique, l'autorité, l'autonomie, etc. Les femmes qui seraient la rationalité, les femmes qui seraient sensibles, irrationnelles et tout. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est pas difficile. Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, c'est quoi les clichés, on te dit ça. Mais d'où ça sort en fait? Je me suis rendu compte en lisant que ça remonte à l'Antiquité. En tout cas, c'est les traces qu'on trouve de cette histoire de la misogynie, quoi. Puisque c'est de la misogynie, c'est pas que du sexisme. C'est comment est-ce qu'on a théorisé l'infériorité des femmes sur les hommes dans cette hiérarchie des genres. On le trouve dans des écrits de philosophes et de médecins, Galien, Hippocrate, Aristote, qui prétendent que, pour plein de raisons, il y en a que j'ai pas mis dans le livre parce que c'est très long, mais souvent pour des raisons Aristote, il écrit des choses sur la façon dont un rapport sexuel se passe, et qu'un homme, ça éjacule, enfin un homme cisgenre, ça éjacule, et qu'une femme cisgenre, ça reçoit, tu vois. Donc le côté actif-passif, il est déjà là-dedans, et ces côtés actifs-passifs, et en somme, ces mots-là, en soi, ils n'ont pas de hiérarchie. Mais c'est des gens qui accolent au mot passif un truc moralement qui est moins bien que l'actif. Et après ça, on a la théorie des humeurs, donc dans l'Antiquité grecque, de Hippocrate et Galien, comme quoi c'est pour ça qu'on est aujourd'hui être de bonne ou de mauvaise humeur, ça vient de là, selon laquelle, aujourd'hui, attention, cette théorie, on sait que c'est complètement du bullshit. À l'époque, ils pensaient que c'est scientifique, ça ne l'est pas du tout, je le rappelle, que notre corps est régulé par des humeurs, par 4 humeurs, le sang, la bile, la lymphe, etc. Et que s'il y a une de ces humeurs qui est pas très bien équilibrée, on n'est pas bien, on est malade. Et toutes ces humeurs, elles ont des caractéristiques à coller, donc chaud, froid et sec et humide. Et d'après ces bons hommes, ces médecins, d'après eux, et médecins qui ont fondé la médecine moderne, dont les préceptes ont été suivis pendant un millénaire, donc quand même, ils ont fait du mal à beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Selon eux, les hommes étaient du côté chaud et sec, et les femmes du côté froid et humide. Et évidemment, le côté froid et humide, c'était pas le bon côté, fallait pas être là. Parce que pour eux, chaud et sec, c'était la bravoure, l'intelligence, etc., la force. Bon, et c'est vrai que quand on dit à quelqu'un, on va en vacances, il va faire froid et humide, t'as pas trop envie d'y aller, en fait, tu vois. Donc bon, déjà, c'est quand même des caractéristiques. Et ce qui est marrant, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas forcément de régime de genre, même si on sait que, par exemple, la viande, on trouve des squelettes qui datent de l'époque de l'Antiquité. Il y avait quand même... Il y avait en fait des régimes de genre, de fait. Voilà.
Il y Ah, c'est ce avait, que t'expliques, sur la viande, par ouais. exemple, on sait que les femmes ont été carencées depuis très longtemps sur du fer. On le voit sur les traces osseuses, ça se parce voit. qu'elles ne mangeaient pas, Parce qu'elles mangeaient des pas, bonnes voilà. parties, quoi. Ou bien on leur donnait pas assez de viande, voilà. Mais au-delà de ces régimes-là, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les aliments qui sont connotés masculins et les aliments connotés féminins, on retrouve exactement la dichotomie des humeurs et donc des stéréotypes de genre selon des gars qui sont quand même nés au IVe siècle avant notre ère. Et aujourd'hui, quand tu dis ok, les meufs ça mange quoi, c'est là-bas ça mange des légumes, des soupes, du poisson, du vin blanc ou du rosé, donc c'est froid et c'est humide. Et les gars, ça mangerait quoi un homme de façon cliché? Ça mange pimenté, ça mange du vin rouge et du whisky, ça mange des patates, donc t'es dans le chaud et le sec, en fait. Donc c'est rigolo que... Des grillades, quoi. Ouais, tu vois, le barbecue, quoi. En fait, ces stéréotypes se retrouvent dans notre alimentation, parce que oui, les femmes mangent plus de soupe, et oui, les hommes mangent plus de patates. Donc, l'alimentation, en tant que fait social, ça reflète notre identité, ça reflète aussi notre origine géographique, notre classe sociale, notre âge. Et ce que t'expliques bien dans le livre, c'est que l'alimentation, c'est le lieu un peu par excellence de la pensée magique. Est-ce que tu veux parler un peu de ça ? Alors la pensée magique, c'est un concept qui a été inventé. Alors à la base, c'est pas tout à fait le mot pensée magique, mais ça c'est la pensée magique. Elle concerne pas que l'alimentation. Oui, la pensée magique concerne tout un champ anthropologique et des faits sociologiques aussi. Là, on va parler de pensée magique en termes de contamination. Concept qui veut dire qu'en fait, que quand on avale un aliment, donc on l'incorpore littéralement, on fait corps avec, on n'absorbe pas seulement ses nutriments, donc on n'absorbe pas seulement du gras, des protéines, du fer, etc. On absorbe l'idée qu'on se fait de ce que cet aliment va avoir comme effet sur nous. Par exemple, le marketing joue à fond là-dessus. Les jus d'orange Joker réveille votre matin. Donc on a l'idée que le jus d'orange, la vitamine C, ça réveille en fait. Donc on a tous les suppléments alimentaires, compléments alimentaires en pharmacie, vitamine C, guronzan et compagnie, ça réveille. L'idée que la viande, ça rend fort. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a les stéréotypes de ces gens qui sont véganes ou végés. Ah là, tu dois manger que de l'herbe, tu dois être carencé, tu dois être blanc comme un cul et faible, tu peux pas soulever un carton, quoi. Voilà, parce qu'en fait, pas de viande égale pas de force. C'est complètement absurde, mais c'est la pensée magique. Et le marketing joue là-dessus sur même le nom de certains produits. Par exemple, il y a une tisane qui s'appelle Nuit Calme. Voilà, donc c'est marrant parce que ça doit être une tisane qui doit être à la camomille, à l'aubépine ou à la mélisse. Et donc, on a cette idée que cette tisane, on va l'absorber et que tout de suite, on va avoir envie de dormir. Les régimes détox, on sait très bien que ça ne veut rien dire, c'est du bullshit total, c'est dangereux. Notre corps se détoxifie lui-même, on a un foie et des reins pour ça. Mais quand on avale par exemple un smoothie détox, il va être vert, on va pas avaler seulement les épinards, le kale, la spiruline qu'il y a dedans, on va avaler l'idée qu'on est en train de faire du bien à notre corps et détoxifier. Et à l'inverse, quand on va manger des frites avec de la mayonnaise, on se dit genre c'est pas bien, je suis en train de faire un truc pas bien, on se regarde genre comme si la frite elle pouvait se voir dans notre ventre 2 heures après, quoi. Ah tiens, j'ai pris une frite là sur le côté du bide, la mousse au chocolat elle est dans mes joues là, ça y est. Donc cette pensée magique, elle dicte un peu tous nos comportements alimentaires parce que c'est pas seulement une question de ce que ça fait à notre corps, c'est aussi l'image qu'on renvoie. Donc quand on va être à un premier date avec quelqu'un, quand on va à manger, ou avec ton boss ou ta boss, quoi. Qu'est-ce que tu manges pas pareil à midi si tu vas avec ta meilleure pote ou avec ta chef? Tu vas pas prendre d'alcool, parce que tu vas dire je vais te dire n'importe quoi, puis je vais passer pour l'alcoolique de service qui boit le midi. Je vais prendre un truc qui se mange avec les mains parce que c'est quand même pas très classe de manger devant ma boss avec les mains. Peut-être que je vais prendre un truc un peu cher pour faire genre voilà, je suis un peu sophistiquée. Ou bien au contraire, ça dépend qui est ta boss. Si c'est quelqu'un qui est végétarienne, super nature et tout, tu vas pas l'emmener dans un 3 étoiles où il y a que des pièces de gibier. Enfin, donc cette pensée magique, elle joue sur tout ce qu'on fait. Parce que c'est ce qu'on montre, c'est pour ça que je précise tout le temps que le genre, c'est pas quelque chose de figé déjà, mais c'est quelque chose qu'on fait et on le performe tout le temps. La manière dont on s'habille, dont on parlera pas de la même manière quand on est une femme avec son boss par exemple qu'avec sa meilleure copine, quoi. On est plus soi-même avec des gens qu'avec d'autres, et aussi c'est une question de survie. Il y a des endroits où on va essayer de passer inaperçu parce qu'on a peur d'être agressé ou j'en sais rien. Mais cette pensée magique en nourriture, voilà, c'est vraiment l'idée que quand je mange de la viande, je mange pas que juste de la viande, je mange un animal mort. Je mange du fer, je mange de la prot, je mange du muscle, de la force et de la domination. Justement, du coup, dans le secteur de l'agroalimentaire, enfin, pour le marketing de l'agroalimentaire, à quand ça remonte ces pratiques genrées ?
Le fait de mettre un sexe, un genre aux aliments, en tout cas, dans les années 50 aux États-Unis, il y a Ernest Dichter, qui était un pro du marketing et qui était psy aussi, qui a décidé, et de façon très maligne, qu'il fallait manipuler les gens pour leur vendre des choses, donc ça s'appelle quand même le marketing, c'est ça le principe. Et lui s'est dit, ok, en fait, il faut qu'on arrête de penser que l'acte d'achat est irrationnel. On va le rationaliser, et pour faire ça, on va prendre l'inconscient des gens on va tirer sur le fil de l'inconscient des gens, et on va se dire, qu'est-ce que les gens vont acheter pour se sentir plus quelque chose, plus riche, plus beau, plus homme, plus femme, plus classe, plus chic, plus voilà. Donc qu'est-ce que tu veux montrer? Donc on a commencé à genrer les aliments pour que les gens se sentent encore plus féminines ou masculins. Et ça remonte à cette époque-là, et c'est très intéressant, lui. Enfin, moi, j'ai découvert ça en écrivant mon livre. C'est fascinant ce que ce gars-là a théorisé, et de ce qu'il a vraiment créé le marketing moderne et manipulé les inconscients de chacun et chacune pour guider l'acte d'achat, même plus le guider, c'est au-delà de guider, c'est pour que tu crois que tu as fait ça parce que tu avais envie d'acheter ça, mais en fait, t'as pas du... Non, en fait, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton dans ton cerveau et qui a joué sur les stéréotypes qui ont cours, ou les clichés dans ta culture précisément ici, parce qu'on vend pas de la même manière un produit à Paris ou à Tokyo, donc les pubs sont pas les mêmes, les codes culturels sont pas les mêmes, donc on adapte les codes culturels du marketing à l'endroit où tu veux vendre. Parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout dans certains pays, parce que ça ne correspond pas du tout à y a l'idée de la virilité dans ce pays-là, ou de la féminité. Ou même en France, des annonceurs français qui vont se planter complètement sur une cible, ou qui vont faire un truc super sexiste, et donc là, c'est bad buzz garanti, parce que juste, ils n'ont pas compris qu'on était en 2021. Et qu'il y a des choses qui ne marchent plus, et que le sexe, par exemple, ne fait plus vendre. Mais sur le sexe, il y a ça. Par exemple, on va te vendre un produit où tu vas, comme le chocolat, où c'est des femmes qui jouissent en mangeant du chocolat dans les publicités, avec des petits chocolats, là, elles sont là en train de se toucher le cou, le torse, se détacher les cheveux comme ça, on voit des gros plans sur la bouche, la pupille qui se dit, donc clairement elles sont en train d'avoir un orgasme, elles sont en train de se masturber avec du chocolat, et on te vend le chocolat, qui est comme un aliment hyper calorique, donc qui est l'inverse de ce qu'une femme qui veut rester mince mangerait, et le marketing réussit ce tour de force de dédiaboliser le chocolat en disant, si tu manges du chocolat, tu seras encore plus une femme et tu seras épanouie sexuellement. Et là, il y a le truc de la pensée magique, plus de ce marketing genré qui est chocolat plus femme égale... Ouais, alors c'est pas un truc qui est facile à leur vendre parce que c'est quand même du gras et du sucre, en fait, puis on n'arrête pas de leur dire qu'il faut pas grossir. Mais là, on va leur vendre du cul. Et pas du cul avec quelqu'un, du cul toute seule. Donc elles vont se faire kiffer toutes seules. Donc c'est un moment à soi. Mais quand on fait ça, on les rappelle à l'ordre. Donc on leur dit, laissez-vous tenter, succomber à la tentation. Donc on leur dit que c'est pas bien ce qu'elles font. Mais ça, c'est spécifique à certains produits. Mais en fait, ce qui est hallucinant quand tu détailles toutes ces publicités, c'est qu'on se dit c'est quand même tellement grossier en fait. C'est extrêmement grossier, et pourtant, voilà, quand on regarde la télé, c'est encore ça qui se passe, et on n'y va quand même pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ça t'a pas étonné en étudiant un peu Moi, j'adore la télé. La pub, c'est un truc que j'ai grandi avec. J'adore décrypter les pubs, notamment alimentaires. Puis ça m'énerve beaucoup, surtout. J'ai pas bon pour mon foie. Et sur les pubs alimentaires, j'ai vu l'évolution. Alors, c'est beaucoup moins grossier qu'avant. Le chocolat, ça reste un truc, il ne change pas. Alors, pour le coup, les glaces et le chocolat, c'est toujours la même chose. Même parce si que tu disais que on est en 2021 et les pubs étaient pas forcément sexistes, mais bon, quand même. Ah non, justement, elles le sont, mais elles le sont de façon beaucoup moins honteuse qu'avant, parce que dans le corpus de publicité dont je parlais, que j'avais préparé pour les étudiantes et étudiants, je montre des pubs des années 80 avec lesquelles moi j'ai grandi, je suis dans 86, où vraiment, il y a des pubs pour les yaourts au bifidus actif, où tu avais vraiment une femme entièrement nue, debout. Oui, je me souviens. Et où la caméra descend sur ses seins, pas le problème, sur son ventre, et là tu dis, mais non, ils vont pas. Et là, elle se tourne, et donc on voit son cul, mais genre, elle est vraiment nue. Il y avait aussi une publicité, alors c'était avant que je m'en souvienne, là je l'avais pas vue, qui est dispo sur internet, et c'était pour Joker justement encore, et ça s'appelle Le Fruit Nu. Et c'est une meuf entièrement à poil qui vend du jus d'orange. Bon, aujourd'hui on n'a plus, en tout cas en France, on n'a plus ces pubs-là. Aux États-Unis, il y a encore les pubs pour les burgers où t'as des filles en bikini qui se balancent du ketchup à la tronche. En fait, aujourd'hui, la différence c'est que plus c'est gros, moins ça passe,
pas parce que l'industrie a changé sa mentalité, que le marketing s'est dit on va quand même être plus subtil. Ils le font uniquement parce que sinon, sur les réseaux sociaux, ils vont se prendre un bad buzz énorme et que ça va être très compliqué à éteindre. Et je pense que c'est pour ça, c'est la pression des réseaux sociaux et des médias qui fait qu'aujourd'hui, de raison, les médias, et aussi parce qu'on a changé quand même de mentalité et que la pub est obligée d'essayer, ça dépend des annonceurs, mais d'essayer de se mettre à l'avant-garde et de suivre un peu l'air du temps, sinon ils sont ringards. Après, il y a le côté, comme tu dis, segmenter le marché. C'est ce qui se passe aussi pour les fast-food, parce qu'ils voient très bien que c'est les garçons qui vont principalement, alors pas tous les fast-food, c'est quand même plutôt mixte, mais c'est drôle d'ailleurs de voir qu'ils veulent attirer encore plus les garçons, puisque c'est une cible qui, on va penser, qui est privilégiée pour les grandes chaînes comme Burger King, McDo ou Quick. J'ai pas les chiffres récents, donc je m'avancerai pas là-dessus, mais il y a quelques années, moi, en parlant de ça avec des gens qui connaissent un petit peu ces choses-là, m'avaient dit que c'était plutôt mixte, mais que c'était les trucs comme les tacos là aujourd'hui qui sont complètement masculins. Voilà. Mais donc c'est drôle qu'ils insistent encore plus sur on va appeler des garçons à venir encore plus chez Burger King. Mais pourquoi ? Parce que une fille chez Burger King, elle va penser à sa ligne aussi. Je dis pas que toutes les femmes sont pareilles, heureusement non. Mais on nous apprend qu'il faut faire attention et qu'on va prendre un burger avec une salade à côté, pas des frites, quoi. Et évidemment qu'on va se faire plaisir, qu'on va aller manger un burger avec des grosses frites et c'est cool. Mais ils savent très bien que c'est pas leur cœur de cible en fait, les femmes, et qu'elles vont venir pour se faire un kiff, mais elles vont pas y aller tous les jours comme des garçons peuvent y aller tous les jours, quoi. Tu parles aussi de contamination genrée dans le marketing. Ça, j'adore. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? C'était un tel kiff d'écrire ce livre parce que j'ai découvert tellement de concepts marketing. Moi, j'y connaissais rien. La contamination genrée, c'est génial. Enfin, c'est génial. Non, mais c'est trop bien parce qu'en fait, quand tu découvres ces trucs-là, tu fais ah, mais c'est pour ça, d'accord, j'ai bien compris. Donc, on parlait de segmenter le marché. Donc, aller draguer des gens qui ne vont pas consommer ton produit pour les faire acheter et pour élargir ta cible. Et la contamination genrée, c'est ça, c'est quand on a constaté qu'il y a des produits qui sont tellement genrés féminins, enfin connotés en tout cas féminin ou connotés masculin, parce qu'un produit n'est pas genré en soi. C'est le marketing qui le rend féminin ou masculin, que l'autre, donc mettons, un produit est tellement connoté féminin que les hommes ne l'achètent pas. Pour aucune raison valable en fait. Donc le yaourt, par exemple, c'est ça. Donc il y a des yaourts, évidemment, entre guillemets, mixtes. Je parle des paniers Yoplait souvent parce que c'est un bon exemple. C'est pas des yaourts qui sont marketés pour être bons pour la ligne, je sais pas quoi. C'est pas des yaourts marketés avec des taux de protéines où tu peux casser des briques à main nue après en avoir mangé 2. Donc mais le yaourt, on le sait, les femmes en mangent plus que les hommes qui mangent plus de crème dessert, par exemple. Donc il y a des yaourts pour hommes. Et j'ai découvert qu'en France, on a parce que moi je me dis c'est un truc américain, j'avais vu des pubs américaines pour ce que les médias américains ont appelé le brogurt, donc les yaourts de bro, les yaourts de mec, de bonhomme. Et en France, mammouth, ça, le truc néo-zélandais. Non mais c'est dingue parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a des packaging pour quand ils en faisaient, parce qu'ils en font plus des yaourts mammouth, ils font des produits protéinés, des cafés glacés et tout, mais quand ils faisaient leurs yaourts, les packaging, c'est des pots de peinture. Ouais. Non mais vraiment c'est pas très subtil quoi. Alors de toute façon t'appelais mammouth, t'es pas très subtil, tu vois un peu avec des gros sabots. Donc mammouth c'était un yaourt. C'était une marque néo-zélandaise qui vendait des yaourts pour hommes et vraiment marketés pour hommes. Mais surtout le discours, enfin c'était vraiment écrit pour hommes, tu vois, c'était pas genre on fait semblant que, parce que là en France on a Hypro de Danone qui dit c'est pour les sportifs avec des packaging anthracite en grosse écriture gras avec écrit 15 grammes de protéines. Bon tu vois, on sait très bien qui y vise. C'est le même marketing. Mais Mammouth, c'était vraiment avec une identité fantasmée préhistorique. Genre, nous, les hommes, avant, on faisait... tu vois, on allait chasser le mammouth à la main nue. On faisait du feu. Aujourd'hui, on nettoie la gouttière et on fait la vaisselle. Genre, tu vois, c'est le truc très émourien de la dévirilisation de la société, de la féminisation des hommes. Donc, on peut pas manger un yaourt normal, parce que sinon, on se gonzessifie. Donc, on va manger un yaourt de mec. Donc, on fait des yaourts de mec dans des trucs qui sont vraiment des pots de peinture. Le meilleur exemple, parce que les yaourts, tout le monde l'a pas forcément vu, ces yaourts genrés, virilisés, là. Mais le meilleur exemple qu'on voit tous et toutes tout le temps, c'est les produits d'hygiène corporelle. Genre, les déodorants Axe. Vous prenez un déodorant Sanex, donc pour meufs, soi-disant, comme s'il y avait des trucs pour meufs, où les meufs s'embrassent les aisselles, elles sont dans une espèce de voile blanc, comme ça, pour montrer que c'est super, enfin, c'est super gracieux, elles sont danseuses de ballet, bref. Et les mecs, c'est Axe, donc c'est en plus Axe, non seulement tu sens bon, et en plus tu chopes des meufs, donc c'est encore le truc en plus hyper hétéronormatif, avec démonstration de virilité, et avec des parfums, genre, avec du bois, enfin, tu vois, genre, les hommes se lavent avec du bois, en fait, quoi, genre.
santal, cèdre, avec des planches, on se lave avec des planches et on s'en fout. Ah, ça gratte, c'est pas grave, on est des bonhommes, on a la peau dure et pas douce comme les femmes. Tu vois, c'est pareil. Oui, c'est ça. Les hommes, en fait, quand tu leur vends du gel douche, il est énergisant. Tu vois, il s'appelle limite, il s'appelle libido, tu vois, voilà. Alors que les femmes, c'est douceur, bien-être, voilà. Donc les hommes, on marque. Et voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, sur cette contamination genrée, le meilleur exemple, c'est vous allez dans n'importe quel supermarché, vous regardez les rayons des gels douche, et vous regardez la gueule des gels douche pour les hommes, c'est que des bouteilles rectangulaires, anthracite, noires ou bleu marine, avec fraîcheur océane, qui s'appelle libido et compagnie, quoi. Et que les femmes, c'est blanc, c'est pur, c'est nacré, c'est à la papaye, la goyave et au matcha, comme les yaourts, en fait. Et donc oui, donc c'est valable pour l'hygiène, mais aussi pour l'alimentaire, pour l'alcool, pour les cocktails au rosé. Rosé pamplemousse, les alcools forts, les alcools blancs aromatisés, la vodka avec des arômes dedans. Donc là, l'exemple que je donne, c'est Bacardi qui avait lancé une ligne. En plus, elle s'appelle Spa, quoi. Des vodkas Spa. T'es là, vous foutez de la... Et là, pour le coup, très bon exemple d'un truc qui va trop loin. Bad buzz énorme quand il y a on me l'a envoyé le communiqué de presse, que c'est un communiqué de presse américain, et toute ma twittosphère des journalistes américaines et des féministes américaines était en mode c'est une qu'est-ce que quoi, parce que non seulement ça s'appelle vodka Spa, mais en plus il y a moins d'alcool dedans. Alors moi quand je bois de la vodka, j'ai envie d'être bourrée, en fait j'ai pas envie, tu vois, d'être là genre de l'alcool sans alcool, c'est vraiment génial, ça coûte beaucoup plus cher en plus. Donc là tu vois, ça allait trop, mais beaucoup trop loin, c'était trop évident en fait. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que donc, les femmes sont jugées à travers des normes culturelles sur ce qu'elles mangent, mais les hommes aussi. Et donc, ils doivent, pour être bien vus socialement, performer la masculinité hégémonique. Donc, c'est-à-dire la forme de la masculinité qui est la plus répandue. La plus acceptable. Répandue, non, justement, la plus acceptable. Dans un lieu, à un temps donné, quoi. C'est pareil, il n'y a pas toujours les mêmes normes culturelles, sociales, même dans un même pays, quoi. Et du coup, donc, la publicité utilise les stéréotypes associés au masculin pour inciter les hommes à consommer des produits qui sont perçus comme masculins, et notamment la viande. Et du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de la viande et de sa force vitale ? En termes de pensée magique, la viande, c'est quand même le truc le plus chargé symboliquement, quoi. La viande rouge, surtout. La viande rouge, surtout. Parce que les viandes blanches, par exemple, on le sait, sont consommées aussi par les femmes, mais les hommes consomment plus de viande rouge en France que les femmes. 2 fois plus de viande rouge que les femmes, d'ailleurs. Il y a plusieurs raisons. Alors, c'est vrai que, par exemple, la viande blanche est une viande maigre, et considérée comme une viande de régime. Tu sais, quand tu regardes les régimes d'été, c'était genre une tranche de blanc de dinde, tu vois, voilà, donc super fun. Et puis c'est aussi une viande où il y a plus trop de traces de l'animal mort, quoi, tu vois. Une tranche de dinde, c'est quand même super inoffensif, ça pourrait être du surimi, enfin, tu vois. Dire, c'est pas des trucs où tu vois un animal abattu, alors qu'un steak, ça saigne, clairement, il y a pas photo, tu vois, c'est pas du tofu ou du seitan. Alors, la viande, c'est chargé symboliquement parce que justement, c'est l'aliment par excellence qui illustre, qui montre, qui concrétise la domination de l'être humain sur la nature, donc sur les animaux qui peuplent la planète, et donc a fortiori de l'homme, avec un petit h, sur tout le reste. Et c'est, encore une fois, de la pensée magique, parce qu'en mangeant un animal mort, tu absorberais, donc tu absorbes son sang, par exemple, évidemment, et donc tu absorberais à travers ça une force, sa puissance, l'animal, tu vois. Donc la viande, c'est une manière d'affirmer ou de réaffirmer sa domination et sa place dans la hiérarchie de la société très binaire, qui est homme au-dessus de femmes, au-dessus d'animaux, au-dessus de plantes, quoi. Donc sur la viande, moi je voulais montrer dans ce livre que tout le monde est victime des injonctions de la société, des injonctions de genre, les femmes comme les hommes, et que les hommes qui deviennent végétariens ou véganes sont très mal perçus comme ayant fait sécession du groupe homme, donc n'étant plus vraiment un homme ni vraiment une femme, mais quand même c'est un régime de gonzesse, donc t'es plus trop un vrai mec si tu manges du tofu, quoi. Ouais, tu dis que les hommes végétariens sont perçus comme déclassés, en fait, déconsidérés par rapport à la masculinité. Ouais, ils sont subalternes. Et considérés même comme efféminés. Ouais, oui, parce que c'est un régime, on le sait, c'est un régime qui est un régime davantage féminin en termes de chiffres, hein. C'est plus les femmes qui sont végétariennes que les hommes, en France et dans tous les pays du monde. C'est quand même des régimes assez minoritaires, hein, ça reste minoritaire. Le véganisme encore plus, hein. Ouais, c'est quand même que quelques... Puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet, c'est assez compliqué de déterminer tout ça, donc ça c'est dommage. Mais oui, c'est déclassant parce que justement, la viande est tellement chargée symboliquement. Les seules protéines
valable aujourd'hui dans des pays comme la France, qui ont un dogme carniste et une tradition de la viande incroyablement persistante et résistante. Ce sont les protéines animales et pas n'importe lesquelles. Même dans les protéines animales, tu vois, on met des insectes, on se dirait pas que c'est une source formidable, alors que ça l'est. Et puis environnementalement parlant, c'est quand même beaucoup mieux que de l'élevage intensif d'animaux. Je parle de... C'est pas fou non plus les élevages d'insectes. C'est pas ouf, mais je veux dire, bon. si on rapporte au coût protéines, etc., c'est quand même un peu mieux. Puis pour la santé, c'est quand même beaucoup mieux. Mais on va pas se dire, attends, mais trop cool, alors on va passer aux insectes. Enfin, en tout cas, on va intégrer ça dans nos régimes. Bref, pour en revenir aux végétariens. Les hommes végétariens sont considérés donc comme des masculinités subalternes. Mais tout comme les hommes homosexuels sont des masculinités qui sont aussi subalternes, puisque dans notre société hétéronormative, un homme qui n'aime pas les femmes, qui aime les hommes, est un peu une femme, quoi. Évidemment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans ces clichés-là et dans cette discrimination, t'es du côté du féminin, évidemment. Donc, il y a des aliments qui sont vus comme masculins. Alors, ce qui est marrant, c'est que on va pas reprocher à une femme d'être très viandarde comme on reprochait à un homme d'être végétarien. Parce que, il me semble que, comme je l'écris, il y a beaucoup plus de pression pour les hommes cisgenres à être validés par leur père, donc les hommes, hein, pas les femmes, que pour les femmes d'être validées par le groupe femme. Évidemment, une femme qui boit de l'alcool, qui a un bon coup de fourchette, on va lui faire des vannes, hein, parfois. Dis donc, tu manges comme un homme, tu bois comme un homme. Mais c'est pas les femmes qui vont lui faire ce genre de remarques, c'est d'autres hommes, en fait, parce qu'ils sont un petit peu, peut-être, tu vois, en danger par rapport à une femme qui fait le genre pas comme il faudrait, donc pas en se cachant pour manger, c'est sur les commissions de la bouche chaque fois qu'elle voit un truc. Qui reste pas à sa place, quoi. Voilà. Alors que les hommes végétariens qui se prennent des remarques dans la tronche, c'est par les autres hommes. Alors, par des femmes aussi, je suis pas en train de dire que tu as 100% d'eux, mais des hommes qui témoignent et qui disent, moi, en fait, quand il y a un barbecue, alors là, le barbecue, événement symbolique masculin s'il en est, pendant ces événements-là, ces hommes végétariens vont rester avec les femmes dans le jardin, soit à faire les salades, soit dans la cuisine à préparer les sides, soit à discuter en buvant un coup, quoi. Donc, ils vont même plus être intégrés au groupe homme qui est autour du feu et qui regarde un homme retourner des merguez, quand même, tu vois. Donc, c'est pas comme si on s'y mettait à 15, tu vois. Combien d'hommes il faut pour retourner merguez? Il en faut 15, apparemment, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. C'est tout de suite, tu es en quelque sorte exclu. Et surtout, on va aussi te demander, pourquoi t'es végétarien? Et donc, comme un homme est censé être rationnel, il faut que tu trouves une plus rationnelle. Et la cruauté animale n'est pas assez rationnelle, donc tu es trop sensible, donc tu es une femme. Ouais. Donc les hommes trouvent des astuces, des parades pour remasculiniser leur réflexion. Exactement, une pratique de gonzesse. Donc ils vont dire c'est philosophique, c'est pour la planète, c'est pour la santé, donc des trucs sont plus rationnels que par empathie pour les animaux non humains, quoi. Donc ça, c'est horrible de devoir trouver des parades pour ne pas être moins un homme, parce que c'est pas bien vu, en fait, de pas être un vrai bonhomme, quoi. Ouais. Tu dis aussi que donc avec donc la montée en puissance des sujets écologiques, mais aussi de l'éthique, il y a donc depuis pas mal de temps, enfin depuis 15 ans, on va dire, une incitation forte à manger moins de viande, et que en France particulièrement, c'est extrêmement problématique parce que donc là je te cite, au même titre que le féminisme, le végétarisme est perçu comme un perturbateur social qui déstabiliserait une identité nationale primitive largement fantasmée et qui menacerait donc la masculinité hégémonique. Ouais, l'ordre établi. Et donc, comment on fait pour sortir de ça, sachant que donc ça permet aussi de faire le lien avec la problématique écologique, c'est que c'est quand même un énorme problème, notre consommation de viande en général et celle des hommes en particulier. Et puis, même si les petits gestes individuels n'ont pas un énorme impact, on peut quand même dire que le premier levier pour changer quelque chose et avoir réellement au moins un effet, c'est son alimentation, quoi. Ouais, c'est l'incitation à envisager, non pas radicalement de transformer notre régime alimentaire, mais de faire des petits pas et de manger un peu moins de ça, un peu plus de ça. C'est écologiquement, et c'est la santé. Moi, en fait, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est pas que une question écologique, c'est une question de santé des individus. C'est-à-dire que d'un côté, on a des femmes qui ont plus de troubles du comportement alimentaire, donc qui sont plus anorexiques, hyperphagiques ou boulimiques que les hommes, donc ce sont des maladies. Et d'un autre côté, et les femmes sont carencées dans le monde, anémiées,
Et l'anémie, c'est pas juste prends un cachet de fer et ça ira mieux. Hein. L'anémie, ça fait des fausses couches, ça fait des enfants qui meurent, qui meurent à la naissance, ça fait des femmes qui sont pas capables de porter des enfants jusqu'à terme. Donc ça a des conséquences. Et ça, c'est évidemment en France, il y en a moins que dans d'autres pays du monde, mais c'est dans le monde entier que les femmes sont anémiées. Première conséquence. Puis même au-delà de problèmes très graves comme ceux-là, d'être carencé en permanence, c'est quand même d'être carencé, pas bon, quoi. et d'avoir des troubles du comportement alimentaire, de faire des régimes à l'âge de 8 ans, quoi, c'est un problème. Et pour les hommes, eux, c'est la surconsommation de viande, notamment d'origine transformée, on le sait, qui peut favoriser des problèmes, pas que des cancers, mais des cancers qui sont quand même très meurtriers chez les hommes, les cancers du côlon, par exemple, et qui favorisent donc des régimes qui favorisent le diabète. Les hommes mangent plus gras, plus sucré que les femmes. Je veux dire, et plus de viande, et puis ils boivent plus d'alcool. Donc c'est pas un fantasme que de dire que ça contribue évidemment à des pathologies qu'ils n'auraient pas, qui seraient moins risqués d'avoir s'ils ne mangeaient pas comme ça. Donc les régimes de genre ont des conséquences sur la santé des femmes et des hommes. Sur celle des hommes, c'est justement une suralimentation de toutes ces choses-là qui favorise l'apparition de cancers, etc., de diabète et voilà, et de maladies cardiovasculaires. Donc ça n'est pas complètement absurde de leur demander peut-être de réfléchir à la manière dont ils mangent et de pas imiter les régimes féminins, entre guillemets, en tout cas les pratiques alimentaires des femmes, mais d'emprunter des choses aux pratiques alimentaires des femmes, qui est manger plus de légumes, manger des céréales qui soient pas, parce que les hommes mangent beaucoup de riz, tu vois, manger peut-être diversifier les céréales et remplacer les protéines animales par des protéines peut-être animales mais plus de poissons, ou en tout cas des protéines végétales qui ne manquent pas dans les rayons de tous les supermarchés maintenant de France. Et moi, quand j'ai découvert comment on pouvait cuisiner le seitan, le tofu, j'étais là, mais c'est incroyable en fait. Mais un nouveau monde s'ouvre à moi. Et c'est ça que je regrette. Deux choses, c'est que d'une part, ça ouvre un champ des possibles hallucinant, et quand t'aimes bouffer, arrêter la viande et donc devoir trouver des substituts pour notamment, pas que, mais de la protéine, ça t'ouvre un champ des possibles de dingue. Tu te mets à faire des cuisines que tu connaissais pas, des plats d'ailleurs, enfin c'est trop bien. Et la deuxième chose qui m'attriste, c'est cette résistance donc très française aussi à tout ce qui est pas de viande. Donc, est-ce qu'on revient sur la polémique des cantines à Lyon, là, avec les fake news, tu vois, mais ça, c'est un très bon exemple. C'est très symbolique de l'état d'esprit. C'est symbolique, et en plus, on préfère raconter des mensonges aux gens plutôt que de dire, bah oui, en fait, si les seules protéines valables étaient les protéines animales, bah en fait les végétariens et les véganes seraient morts depuis. En fait, et puis plus personne, comme je l'écris, plus personne ne tenterait ce régime qui serait absolument suicidaire. Donc ça me rend dingue de me dire que c'est vraiment de constater la résistance qu'il y a à un régime un peu différent, et surtout qu'on n'est pas en train de dire on va interdire la viande, c'est genre chacun fait comme il veut, il peut, mais juste on vous dit que c'est pas terrible pour la santé en fait de manger autant de viande quand je rappelle 2 fois plus de viande rouge que les femmes, et là-dedans on met de la charcute. Et ça m'attriste parce que ça participe justement de cette identité monolithique complètement fantasmée d'un âge d'or, saucisson pinard, tu vois, en plus qui est très extrémiste politiquement, on voit bien où ça se place. Puis en général, ce sont les gens qui te disent aujourd'hui, les politiques et tout, qui sont là, mais il faut manger de la viande. C'est les mêmes qui te disent que voilà, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. C'est les mêmes globalement qui ne veulent pas lâcher leur steak, ni leur voiture, ni leur privilège, ni leur avion, ni leur voilà. Et puis c'est pas des gens pro-féministes en général. En général, c'est des gens qui sont quand même plutôt à droite, voire très à droite. C'est quand même un discours réactionnaire. C'est réactionnaire de dire. Je parlais avec une des organisatrices de la Veggie Pride. Donc là, c'est des activistes antispécistes, c'est des gens qui sont plutôt véganes et antispécistes, et qui me racontaient qu'à une manif, donc c'est cette manifestation qui avait lieu tous les ans à un moment donné à Paris, notamment, que à une des éditions, et il y a un mec par la fenêtre qui leur jetait des steaks. Déjà, tu jettes de la viande par la fenêtre, littéralement, c'est jeté par la fenêtre, et tu jettes de la viande sur des activistes véganes. Pourquoi? Tu vois, qu'est-ce que jeter de la viande sur des gens qui sont pas d'accord avec toi, mais qui sont pas en train de t'empêcher de manger de la viande? Il y a une dimension très morale de la bouffe, et du coup, on a l'impression que des gens qui ne mangent plus de viande ou qui ont beaucoup baissé la viande sont supérieurs à nous et te jugent, alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Tu sais, ça se trouve,
C'est un reflet, en fait, quand toi, tu dis ça reflète ça te tend un miroir. Probablement un peu de mauvaise conscience, probablement pas Ah oui, mal mais de toute façon, ça choses, te quoi. renvoie à tes propres craintes, à tes propres croyances. Et t'as l'impression, effectivement, on parlait tout à l'heure, que la bouffe, c'est ton identité, tes identités culturelles, géographiques, religieuses, traditionnelles, de genre, de ce que tu veux. Et donc, on a l'impression, quand quelqu'un nous dit « je mange différemment de toi » et point, même pas de « ah, peut-être que tu vas faire plus comme moi », bah là, tu te dis genre « oh là là, dis donc, moi c'est moi, toi c'est toi, et c'est bon, là, vas-y, je veux pas que tu me contamines avec tes croyances différentes, ta culture différente, tes idées différentes. J'ai pas envie de réfléchir, je mange de la viande, point barre, et je crèverai en mangeant de la viande, tu vois. » Et ce truc dans le livre des Suédois, là, Donc, il y a des une hommes, étude suédoise. des hommes qu'on a diagnostiqués avec un cancer de la prostate et à qui on dit vous préférez tu sais, c'est un peu tu préfères avoir une voix de canard ou des souris qui te sortent par la bouche dès que tu parles. Donc là, mais sauf que là, c'était un peu la réponse me semblait logique, c'était en gros on leur a dit voilà, si vous voulez vivre plus longtemps, faut diminuer la viande, quoi. Et ben les mecs disaient non. En fait, je préfère crever plus tôt mais continuer à manger de la viande. Tu te rends compte? 25% des mecs en Suède, donc, qui diagnostiqués avec un cancer, qui en plus dans un pays soi-disant progressiste, voilà. etc., machin, alors qu'il y a quand même un paquet d'inégalités, ils préfèrent mourir que renoncer. Un peu, waouh. Ouais. Il y a eu plein de super couvertures médiatiques de ton livre. Il y a eu quand même aussi pas mal de réactions assez violentes, comme un peu toujours quand on parle de genre. Comment tu réagis face à ça? Pas mal de commentaires qui ont l'air de dire que c'est un peu une lubie de tout passer au prisme du genre, mais bon. Ça m'inspire que je trouve ça triste de ne pas chercher à déconstruire ces comportements ou à écouter ou à lire les gens qui te disent tout ce que tu penses, enfin une grosse partie, parce qu'il n'y a pas tout évidemment, une grosse partie de ce que tu es convaincu, persuadé d'être inné, d'être naturel, d'être biologiquement comme ça, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Caractère, quoi. Voilà, ou d'être non mais moi je suis un homme, donc les hommes ça aime ça. Et surtout aussi le côté ça a toujours été comme ça. Cette phrase-là elle est absurde parce qu'en fait il y a plein de trucs qui n'ont pas toujours été comme ça. La viande par exemple, les légumes aujourd'hui c'est un truc de riche. À une époque c'était un truc de pauvre. Je trouve ça très triste de réagir comme ça, c'est-à-dire de me dire non mais genre c'est sexiste, genre la bouffe. J'ai jamais dit que la bouffe avait un genre en fait. De toute façon c'est juste des gens qui ne lisent même pas l'interview, la vidéo, enfin tu vois ils ont rien à foutre. C'est triste parce qu'en fait déconstruire. Alors oui, c'est facile de vivre dans une ignorance bienheureuse, béate, parce que oui, c'est facile de pas regarder les infos et de pas se dire que le monde s'écroule. Moi, je suis assez pessimiste. Hein. Que le monde s'écroule, qu'on a un mec accusé de viol en ministre de l'Intérieur, par exemple. Enfin, tu vois, de voir que c'est quand même la merde, en fait, hein, globalement. Les ressources s'épuisent, bon. Mais les fachos s'épuisent pas, eux. Contrairement à l'eau. Et de voir que des gens qui préfèrent à la fois être dans cette ignorance béate, mais être persuadé aussi que tout est inné, tout est naturel. Alors que moi, je leur dis, et on est beaucoup à leur dire, quand t'es féministe par exemple, à dire, mais en fait, moi, je te redonne de la liberté. Je te redonne du libre arbitre. Je te dis, c'est pas parce que t'es un homme que tu dois te forcer à bouffer de la viande quand il y a un barbecue. C'est pas parce que t'es un homme qu'il faut que tu tapes du poing sur la table alors que c'est pas ta personnalité, qu'en fait t'es quelqu'un qui déteste le conflit et qui est pas du tout autoritaire, et voilà. C'est pas parce que t'es un homme qu'il faut que tu laisses ta meuf faire le ménage parce qu'elle a pas le gène de l'aspirateur. Donc, oui, tu prends tes responsabilités, en fait, quand tu te déconstruis, tu te rends compte que t'as des comportements qui peuvent être problématiques, ou bien que t'as agi toute ta vie comme ça et qu'en fait c'est complètement débile parce que ça n'a aucun sens d'agir comme ça, que t'as fait du mal à des gens, etc. Donc oui, c'est avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, tu vois. Et pour moi, se déconstruire, c'est un super pouvoir qu'on fait. Tu vois, tu dis, oh, waouh, c'est génial. Je trouve ça vraiment, il y a un côté super pouvoir de se dire, oh, maintenant je vois tout. Et vraiment, tu enfiles des lunettes du genre et tu vois tout au rayon X et tu vois tous les pubs, les comportements, les trucs, les couleurs, les machins. Et je trouve ça trop bien. Alors du coup, oui, c'est dur parce qu'il faut revoir un peu toute ta vie à ce prisme-là. Mais je trouve ça triste des gens qui préfèrent vivre dans une espèce de cage, de carcan que en fait, que la société, en étant sexiste, raciste, homophobe, etc., capitaliste, construit tous les jours et surtout perpétue plus que construit. Et donc ces gens-là se disent ok, la meuf, non mais vas-y. En plus, c'est pas juste
je ne suis pas d'accord avec vous. C'est, je le dis, c'est des sales putes, ferme ta gueule, va chier. Elle se victimise toujours, les féministes. Tout est sexiste, retourne dans ta grotte. Enfin bref, voilà. Puis des menaces de mort aussi, évidemment, des menaces de viol, sinon ce serait pas drôle. Donc c'est toute cette résistance haineuse et agressive. Ça fait du mal, évidemment, je vais pas faire semblant. Mais depuis 4 ans, depuis mon premier livre, j'ai subi des raids, des gros raids de cyberharcèlement, des menaces de viol, de mort et tout, des insultes en pagaille. Toutes les semaines, je bloque des gens, là, c'est clair. C'est dur d'être optimiste, parce que, surtout quand ces gens-là sont très jeunes. Parce que moi, on me dit, oui, mais Nora, les jeunes, ça a acheté la phrase, mais les jeunes, ça change. Comme pour le climat, tu vois. Les jeunes, oui, mais quels jeunes, combien de jeunes, c'est une blague ou quoi? Quand tu vois la surconsommation sur Instagram, les appels à la surconsommation, comment tu veux me faire croire que les jeunes, qui est une catégorie qui n'existe pas, comme les femmes ou les hommes, tu vois. Et donc aujourd'hui, quand je vois que oui, les gens qui m'insultent quand je fais une vidéo sur Combini sont le public de Combini, donc sont des gens qui sont relativement jeunes, voire très jeunes, parce que tu cliques sur leur profil, tu vois quel âge ils ont tout de suite, et que je vois que c'est ces gens-là en fait qui me disent sale pute, ferme ta gueule, on en a marre de vous entendre, les féministes, va crever et tout. Oui, c'est pas très réjouissant. C'est pas très réjouissant, non. Du coup, donc c'est ma dernière question, comment donc avec tout ce qu'on a dit avant et tout ce qui va mal dans ce monde, comment t'arrives à cultiver la joie? Je cultive la joie en mangeant. Non, mais en cuisinant. En vrai, en cuisinant. Bah ouais, en fait, si tu te fais plaisir, tu fais plaisir aux autres aussi, en mangeant avec des copains, des copines, tout seul devant la téloche. Là, en allant au resto, j'ai le privilège de pouvoir y aller. C'est une chance. Je cultive la joie je sais pas comment en jouant à des jeux vidéo pendant des heures qui sont, tu vois, qui me permettent en vrai, j'en parlais à une amie l'autre jour et je lui disais, mais tu vois, j'ai encore reçu un essai féministe, j'ai la chance, on m'envoie des essais féministes, des romans féministes et tout. Bon, c'est dur parce que ça me rappelle le boulot, en fait, donc t'es tout le temps en train de lire des trucs là-dessus, et c'est violent, psychologiquement, c'est dur d'essayer de s'extirper de ça. Donc ouais, en fait, jouer à des jeux vidéo comme Stardew Valley, c'est mon escapism, tu vois, je m'échappe avec ces trucs-là, parce qu'en fait, ou alors, je me mets à lire, j'aime beaucoup la SF, et je mets alors pas de la SF en mode dystopie totale, affreuse, effondrement, plus de 20, tu vois, genre ça me met dans des états pas possibles, je dors pas. Vraiment, ça me fait déprimer. Donc des trucs un peu plus joyeux, tu vois, de la fantaisie, des trucs. Mais j'adore la hard SF aussi, quoi. Mais il faut vraiment que ça se passe dans un futur très 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 lointain, et que j'ai pas l'impression que dans 5 ans ça peut se passer. Parce que j'en ai eu beaucoup à une époque, ça, des dystopies comme ça, et ça me met dans un état, vraiment, j'étais hyper mal. Donc voilà, j'essaye de m'échapper avec la fiction, des fictions qui ne parlent pas de violence faite aux femmes, des fictions qui ne parlent pas d'effondrement de notre société, ou alors qui en parlent d'une manière plus joyeuse, tu vois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Nora pour notre conversation, et merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Pour soutenir Présage, la meilleure façon est de mettre 5 étoiles sur iTunes et de laisser un commentaire. Ça permet aux autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.